vous êtes un des intervenants de la journée du 10 mai. Oui, tout à fait. Donc demain, je vais intervenir pour présenter les lunaisons. Donc votre nom, rappelez-nous, c'est Francis Carobolante. D'accord, donc c'est un nom d'origine italienne. Oui, mes aïeux sont italiens, mais ça remonte à plus d'un siècle. Donc on vous a demandé de parler des lunaisons. Voilà, Joseph Tailleur, qui organise la journée de demain, m'a demandé de présenter les lunaisons, de faire une intervention sur le sujet. Voilà, c'est un sujet qui a été assez peu travaillé. Donc, et pourquoi vous avez demandé ça? Vous savez probablement que c'était un sujet que vous connaissez bien. Mais disons, j'ai travaillé ce sujet-là depuis plusieurs années maintenant, et j'ai fait une petite publication sur le sujet. Et donc, on m'a demandé d'intervenir à ce titre-là. Ces publications, c'est un livre qui s'appelle Les lunaisons. C'est paru où? Alors voilà, ça c'est tout un souci. Disons, je n'ai pas le temps de m'occuper de prospecter pour trouver des éditeurs, etc. Surtout dans ce domaine-là qui est assez fermé et qui dépend du marché et de l'ambiance du moment. Donc je me suis renseigné et j'ai fait une autopublication sur Internet. Sur Lulu, comme la dame que je viens de... Madame Canu. Voilà, oui, tout à fait. Sur le site lulu.com. Des Luluciens, comment dire. Oui, exactement. Alors l'intérêt de Lulu, est, pour nous qui sommes des auteurs à petit tirage, est très intéressant parce que les livres sont fabriqués à la commande. Donc on n'a pas à commander un certain nombre, plusieurs centaines en général de livres, comme font les éditeurs. Donc on met le livre à disposition sur Internet et le livre donc, est fabriqué à la demande. D'accord. Bon, alors on va entrer dans le vif du sujet, mais enfin cela dit, comment est-ce qu'on vous en est arrivé? Par quel itinéraire vous avez cheminé pour privilégier les lunaisons? Vous les préférez à quoi les lunaisons en fin de compte? Alors voilà, là ça amène à présenter un peu mon cursus. Alors, je dirais que je suis astrologue depuis ma naissance quasiment, parce que j'ai des souvenirs très précis. Bon, j'exagère un peu en parlant de ma naissance, mais quand j'étais adolescent, j'avais déjà une certaine recherche par rapport à l'astrologie. C'est des souvenirs les plus lointains, enfin, qui remontent à loin. Donc, mon parcours a été toujours fidèle à l'astrologie, je dirais, et donc je me suis formé en autodidacte pendant plusieurs décennies en lisant à peu près tout ce qui était disponible sur le marché, et d'où le fait que ma formation a surtout été orientée vers l'astrologie traditionnelle occidentale. Et ensuite j'ai élargi un peu mon panel. C'était un peu l'époque aussi où il y a eu différentes écoles, les humanistes, un tas de systèmes. C'est quelle époque? Quelle décennie? Les décennies 70. D'accord. 70, 80. Donc, ma démarche a toujours été la plus simple possible, donc je suis resté très traditionnaliste dans l'approche de l'astrologie. Si ce n'est que les écoles modernes, je suis toujours un peu resté méfiant parce que ces écoles-là n'ont pas le bénéfice de l'âge, je dirais. Elles viennent d'apparaître, comparé à notre astrologie occidentale qui a plusieurs millénaires derrière elle, ces écoles-là sont relativement récentes, donc je ne m'y suis pas trop attardé. Par contre, ma recherche m'a amené à creuser les origines de l'astrologie, et en particulier, je me suis intéressé à l'astrologie des origines, comme je disais, et en particulier à l'astrologie de l'Inde, l'astrologie védique. Parce que, je ne suis pas historien, mais je suis à peu près certain que notre astrologie a des racines en Inde, dans Jyotish. Oui. Donc j'ai tâché de creuser ce problème-là avec une grande frustration parce que je parle très peu l'anglais et à cette période, la plupart des publications étaient en anglais. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu pour recueillir certains rudiments et je continue toujours à faire ces recherches sur l'astrologie de l'Inde. Mais ma discipline de prédilection, disons, est l'astrologie occidentale, pour répondre à la question.
Et j'ai une démarche assez pragmatique, je dirais, et une démarche de chercheur. Et c'est ce qui m'a amené à me poser un certain nombre de questions, et en particulier, mon questionnement de base que je présenterai donc, lors du colloque de demain, vient du fait que les lunaisons sont utilisées en astrologie mondiale, mais assez peu en astrologie génétriaque pour les individus. Bien comme Rudyard, il ne s'intéresse pas Ruperti Rudyard, il ne s'intéresse pas aux lunaisons. Ça, c'est l'école humaniste, et donc, comme je disais, je suis assez vite passé sur le sujet parce que ce que j'ai cherché à faire était d'utiliser la lunaison dans une approche de prédiction. Pour faire l'astrologie, j'ai essayé de mettre les lunaisons au service de l'astrologie prévisionnelle. Oui. Pour les individus. Alors que l'école humaniste ne fait pas trop de prévisionnel, mais je suis il semblerait quand même que si. Ils utilisent des progressions, ils font circuler ici. On a pas. Madame Canu, elle est également de cette. Qu'est-ce qui est... Ah oui, c'est la jeune femme de Nice, là, tout à l'heure, que j'ai Madame Muriel Bendayan. Elle vous dira que... Bon, enfin, on va pas... Il semblerait que si. Donc, vous avez introduit la dimension prévisionnelle à votre façon. Mais comment ça s'est passé? Je tiens à répondre à ce point-là, parce que, encore une fois, je suis un autodidacte, donc je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de tous les courants d'astrologie. Voilà, donc, si je commets des erreurs... Non, mais au contraire, c'est pas des erreurs, c'est des questions d'information. Mais à la limite, peut-être que vous avez trouvé... Donc, vous avez peut-être trouvé quelque chose de tout à fait original. Je ne sais pas, en tout cas j'ai creusé cette voie et je trouve qu'elle donne des résultats excellents. Et donc je continue encore maintenant à faire des recherches dans ce sens. Malgré Alors est-ce que vous pouvez nous exposer sans déflorer, enfin de toute façon c'est pas un secret parce que vous en avez publié, est-ce que vous pouvez nous exposer la clé de votre système? Il n'y a pas de clé à proprement dit, disons que il y a plusieurs cycles idéaux se jouent en plusieurs tableaux. C'est-à-dire que déjà, ce qui est intéressant, c'est de faire le thème de la lunaison pour un événement précis et de faire une synastrie par rapport au thème natal de l'individu. C'est un exemple donc, que je présenterai demain par exemple pour montrer un peu comment on peut interagir, recueillir des éléments que seul le thème de lunaison peut amener. Vous faites donc le thème qui précède l'événement en question. Oui, la lunaison en cours, oui. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, vous prenez le train en marche. Enfin, à tout moment, on est sur une lunaison. Oui, celle qui précède ou celle qui précède. Voilà. Donc ça, c'est une première approche. Ensuite, par extrapolation, je me suis rendu compte qu'en mettant une dose de progression dans ce système-là, on peut avoir un système prédictif très très intéressant. À ce moment-là, on ne va garder que 3 ou 4 lunaisons. Déjà, on va prendre en compte la lunaison qui précède la naissance de l'individu. Et oui. Et cette lunaison, alors là c'est un terrain un peu glissant parce qu'on a vite fait d'aborder des sujets tabous quand on parle de ce qui précède la naissance. Oui. Mais en tout cas, sans rentrer dans ce domaine-là, on se rend compte que cette lunaison contient en germe la destinée, ou en tout cas donne la tonalité de la destinée générale de l'individu, du moins pendant ses premières années. Ensuite, cette lunaison va être panachée par la lunaison qui suit directement la naissance et qui va représenter, on va dire, un projet qui se greffe sur le projet initial qui est représenté par la NLA, la lunaison de la naissance. Tout ça, ça va relativiser quelque part le thème natal. Ça va le remettre, le contextualiser. Enfin, que le thème natal se retrouve en sandwich entre la lunaison d'avant et celle d'après. Alors relativiser, si je puis me permettre, c'est pas le mot qui recadrer qui convient, c'est un complément. Mais il faut bien voir un aspect. Enfin, dire, moi je suis un fervent défenseur d'une loi, d'une règle qui dit que rien n'arrive qui ne soit natal. Et tout ce qu'on peut utiliser comme technique se greffe sur cette loi, mais hélas, dans certains cas, quand le thème natal présente beaucoup de problèmes, tant mieux quand le thème est un thème épanouissant. De toute façon, on n'échappe pas à son thème natal. Par contre, les thèmes de lunaison, avant naissance et après naissance, amènent un éclairage très précis
sur la destinée de l'individu, sur le travail que la personne a à faire. Alors quand je dis travail, c'est pas un travail professionnel, c'est un travail sur soi pour réussir sa vie, pour son épanouissement personnel, on va dire. Qui peut évidemment passer par une profession, mais pas uniquement. C'est aussi des indications sur les préoccupations et sur ce que les gens doivent travailler dans leur vie. On va continuer dans la rue, parce qu'apparemment, ça, il ferme. Oui, il faut attendre quelques minutes. Ou alors vous venez à mon hôtel, vous êtes où? Et là, je voudrais rentrer, parce que j'habite pas sur place. Ah oui, d'accord. On en a pour longtemps encore. Non, mais il ferme. Marion, on peut attendre 10 minutes, un quart d'heure? Je sais pas, c'est pas vrai, les gens qui disent qu'on s'en va, qu'on ferme. Non, mais elle va nous attendre. J'avais un blouson. Bon, alors donc on continue. De toute façon, le temps que tout ça se fasse. Donc, alors, effectivement, bon, on va maintenant parler de la technique elle-même. Donc, à part le fait que, bon, alors, vous étudiez, comment vous comparez ces trois états qui sont les deux lunaisons, le thème natal? Alors, une de lunaison, on l'étudie de plusieurs façons. Déjà, on la positionne dans le thème et on l'étudie comme une planète. Donc on l'étudie en maison, en signe, en maîtrise, aspect, etc. Donc la lunaison, le premier point, c'est celui-ci. On regarde donc comment elle est aspectée, quels aspects elle fait, ou du moins quels aspects elle reçoit, précisément. Ça, c'est le premier point. Le second point, il faut dresser le thème de cette lunaison. C'est-à-dire, on fait le thème de la nouvelle lune quand elle se produit et on le compare au natal. Alors déjà, on le regarde en lui-même et on regarde où se situe la conjonction Soleil-Lune dans le thème en question. Il y aura un travail de montage à faire. Je ferme. Tu fermes. Quand tu pars, moi, c'est celui qui vous lendemain. Mais tu as une autre clé? Restez le temps que vous voulez, moi je pars. Et demain, tu as une autre clé pour rentrer? Moi, j'en ai pas, mais c'est Sylvie là. D'accord. Vous venez? Monsieur Azopar, vous venez? Moi, je suis Oui, mais dans 10 minutes. On a les clés. Hein. Je vais laisser les clés à Tu as les clés? Oui. On peut rester toute la nuit. Ah oui, non, mais je vais faire dodo Donc, quand même. j'aimerais bien que vous interveniez un petit peu. Et faites une lumière, Francis? Non. Mais il a donné cours ici, il y a combien de... Non, mais ici. Non, mais ça va être rapide, parce que je fais. Voilà. J'ai Mais j'aime bien avoir toujours un troisième larron. un troisième larron. Vous aimez bien. Bon, alors à 3, oui, c'est bien. Allez. Il y aura moins de monde, il y aura moins de bruit maintenant que les gens sont partis. Je préfère vous avoir ici qu'à l'autre bout de la salle en train de parler. D'accord. Donc, Dès qu'on est là, déjà, on ne réagit pas pareil. C'est exact, oui, c'est plus du tout la même chose. C'est amusant. et dites-moi, vous connaissez un peu les travaux de ce monsieur? Bien entendu. Bon, d'accord, donc vous n'êtes pas. Vous pouvez intervenir directement sur. Vous savez déjà ce qu'il m'a dit, plus ou moins. Bah oui, par rapport à toutes ces lunaisons, oui, mais je connais que le travail qu'il a fait sur les lunaisons. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'à un moment donné où il y a beaucoup d'écrits, il n'y en avait pas beaucoup sur les lunaisons, et le travail de Francis représente... Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous continuez à nous exposer cela, et puis après je verrai. Donc Donc, c'est on fait plusieurs choses. Déjà, donc, tout va se jouer. Finalement, d'après votre, ça va tendre à relativiser, enfin, ne considérer que donc c'est comme ça l'essentiel de votre travail. Donc vous ne tenez pas compte des transits ou des choses comme ça. Enfin. disons que c'est une technique supplémentaire, Oui. mais je ne nie pas les techniques existantes qui ont fait leur preuve et de loin, comme les révolutions solaires, lunaires, de progression, etc. Toutes ces techniques-là restent valables. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a votre sympathie, cette technique? Elle est plus simple, plus globale? Si Vous elle avez l'impression attire de mon mieux attention, maîtriser votre matériau? Elle attire mon attention pour deux raisons. Déjà parce que j'ai une démarche de chercheur, donc je me suis rendu compte que cette technique-là était assez peu utilisée et assez peu creusée, si on peut dire. Donc c'est pour ça que ça m'a stimulé pour aller là. Et l'autre aspect qui m'a stimulé pour continuer, c'est le fait qu'elle fonctionne. Ah. On a des exemples, enfin je n'ai pas trouvé de cas de contre-indication, on va dire, enfin pas de contre-indication, mais de cas où la technique de lunaison ne fonctionne pas. Donc la question que vous posez, que vous nous posez, c'est de savoir comment on vérifie une technique. Quelle que soit la technique d'ailleurs.
Alors ça, c'est une question qui peut intéresser aussi M. Azopar. Comment fait-on pour savoir si une technique fonctionne? Il faut l'expérimenter. Et comment, oui, est-ce que c'est évident de vérifier? Monsieur Azopar, je vous interroge sur ça. Votre prénom c'est? Frédéric. Frédéric Azopar. Vous savez que c'est vrai que c'est toujours beaucoup l'astrologue, on finit toujours par dire bon, j'ai vérifié, j'ai expérimenté, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place un protocole particulier pour s'assurer? Un protocole peut-être pas, mais chacun est sensible à différentes techniques. C'est surtout ça. Après, c'est quelle manière dont on l'emploie à l'intérieur de son propre processus de fonctionnement. C'est tout. Il y a certaines personnes qui vont peut-être être très sensibles avec une révolution solaire, qui vont coupler avec des transits, qui vont coupler avec d'autres moyens qui existent. Mais je pense que l'astrologie étant tellement vaste et les êtres humains étant tous différents, que chacun est sensible à quelque chose. Et il va l'intégrer dans un processus de travail. Et après, il va pouvoir se le vérifier par du travail, comme l'a fait Francis, comme le font tous les astrologues. Là, vous introduisez une nuance assez subtile entre vérifier et intégrer, parce que quelque part, c'est vrai que on a intégré quelque chose, parfois, c'est pas tellement une vérification, c'est que c'est quelque chose que les gens peuvent intégrer, c'est-à-dire dont ils peuvent se servir. Alors, moi, j'ai toujours une démarche pragmatique, et quand, tout au long de ma formation, qui n'est pas finie, de loin, j'expérimente, c'est-à-dire je découvre quelque chose et je regarde si ça fonctionne, mais c'est pas sur un thème évidemment qu'on peut vérifier si une technique fonctionne. Il faut en expérimenter plusieurs centaines, plusieurs milliers avant de se dire oui, cette technique. Alors pourriez-vous nous dire un peu comment vous avez, parce que bien sûr qu'on peut, est-ce que chaque cas n'est pas, comment est-ce qu'on peut, dans chaque cas, c'est chaque fois par rapport au vécu de la personne en question. Alors, comment est-ce qu'on peut, quels sont les éléments de référence que vous avez, quels matériaux vous avez pour vérifier, c'est ce que les gens disent d'eux-mêmes, c'est quoi, quelle est la matière qui vous sert à vérifier? Alors, j'ai utilisé les aspects événementiels au niveau mondial et au niveau des célébrités. Et c'est la démarche que j'ai eue dans mon livre. C'est-à-dire j'ai fait le tour d'un certain nombre d'aspects de l'astrologie mondiale évidemment. Mais pour les individus, j'ai tenu compte de l'astrologie prévisionnelle, évidemment, de l'astrologie horaire, l'astrologie médicale, etc., etc. Et à chaque fois, j'ai présenté un seul exemple, évidemment, dans le livre, parce que le but n'était pas de faire une encyclopédie et d'avoir plusieurs centaines d'exemples, mais pour en présenter un, j'en ai fait 100 dans chaque cas. Et j'en ai pris un qui était, évidemment, parlant. Oui, parlant pour l'ensemble des gens, c'est-à-dire, si j'illustre l'astrologie médicale avec le thème de Clinton, par exemple, c'est parce que c'est quelqu'un qui est connu de façon planétaire ou à peu près. Je parlais de monsieur Clinton, qui a eu des problèmes de santé à une certaine période. Et donc j'ai utilisé ce personnage parce qu'il est significatif pour le grand public. Mais derrière, j'ai utilisé des thèmes de gens que je connais personnellement ou qui ont une notoriété moins importante. Mais dans chaque cas, j'ai eu des résultats très probants. Moi, ce qui me frappe, c'est chose sympathique de votre façon de travailler, c'est la lunaison, elle a au moins le mérite d'exister. C'est un phénomène astronomique bien précis. C'est factuel. Alors que le thème natal, c'est une espèce de cliché comme ça, qui, au moment de la naissance, il peut ne rien se passer de très remarquable, de très signifiant sur le plan astronomique. La lunaison introduit une signification astronomique forte dans un thème natal qui n'est pas lui-même forcément significatif. Alors, cette réflexion est très intéressante parce que dans un thème natal, évidemment, d'un point de vue astronomique, on peut considérer qu'il ne se passe rien de particulier pour l'ensemble de la collectivité. Mais pour le natif, c'est un moment très fort, évidemment. Et la technique de lunaison permet, sur la base de ce thème qui est très fort individuellement, qui est le thème natal, d'ajouter un thème de lunaison qui a une portée collective. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et là, donc, c'est très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir que certaines lunaisons sont totalement transparentes pour certains individus,
Et par contre, pour d'autres natifs, elles vont être très fortes. Tout dépend de la synastrie entre les deux thèmes. Et ça se vérifie, pour ne prendre qu'un exemple au niveau mondial. Si on prend la situation en Birmanie à l'heure actuelle, la catastrophe s'est produite au moment de la nouvelle lune en cours, du 5 mai, avec une certaine anticipation des événements, parce que je pense que le problème est apparu un peu avant. Donc pour le peuple birman, cette lunaison est très significative. Pour nous autres Français et dans beaucoup de pays du monde, elle est quasi transparente. Est-ce que vous faites la lunaison aussi de la Constitution de la Ve République, ou la, oui, bien sûr, oui. La lunaison du... L'autre jour, nous avions dans notre colloque, là, il y a quelques jours, un garçon qui a fait la lunaison du siècle, du XXe siècle. Alors il fait la lunaison pour le 1er janvier 1900-1901. Et puis à partir de là, donc à partir de là, vous faites évoluer. Alors attendez, parce que là, je n'ai toujours pas compris votre méthode. Vous avez quand même une dimension prévisionnelle dans votre lunaison. Alors, je veux dire, vous fournissez des dates, des échéances en cours de route. Je ne suis pas allé au bout. En fait, ce qui est intéressant sur les lunaisons, c'est d'utiliser les progressions. Alors j'utilise les progressions secondaires et symboliques. Les progressions secondaires, donc un jour égale un an. Donc un cycle de lunaison a une durée de 29 jours et quelques. Ça devient 29 ans. Dans une vie, cette lunaison va être active pendant 29 ans environ. Et pendant ces 29 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc le but est de placer la nouvelle lune dans le thème et de la faire progresser. Alors là, c'est là où j'utilise, selon les moyens que l'on a, on peut continuer, si on a un logiciel performant sous la main, on peut continuer donc en utilisant les progressions secondaires. Si on n'a pas d'outils particuliers, on utilise les progressions symboliques. Les deux, dans ce cas-là, je précise bien dans ce cas-là, sont quasi équivalentes. Comment ça c'est? Pourtant, c'est tout à fait différent. D'ailleurs, des progressions secondaires ont l'avantage de correspondre à une réalité astronomique. Enfin, dans les deux cas, vous me direz. Mais enfin, les progressions symboliques, ça correspond. Enfin, elles correspondent à des réalités astronomiques différentes. Les progressions secondaires, c'est vraiment le point de lunaison, c'est-à-dire le degré où s'est produit la conjonction Soleil-Lune. Et on fait progresser ce point à raison de 1 degré par an. Comme les lunaisons se produisent tous les 29 jours, donc c'est à peu près tous les 29 ans, sur 29 ans, on a à peine 1 degré de décalage. Enfin bon, c'est quasi équivalent parce que le Soleil se déplace de un peu moins d'1 degré par jour. Et enfin bon, je suis d'accord, c'est un peu empirique, mais c'est faute de mieux. Si on n'a pas de logiciel sous la main, on fait comme ça. Si on a un logiciel, on utilise des progressions secondaires. Alors, monsieur Frédéric, vous travaillez comment, vous, par exemple? Quelles sont vos méthodes préférées? Vous avez la même sensibilité que monsieur, ou vous avez d'autres façons de travailler? Vous êtes plutôt quelqu'un qui aime bien les transits? Là, en ce moment, il est peut-être un petit peu difficile de parler, parce que je suis en train de remettre, même si ça fait 20 ans que je fais de l'astrologie. Vous remettez en question? Voilà. Depuis 2-3 ans, je remets en question pas tout ce que j'ai pu apprendre, mais j'ai l'impression de passer sur une autre marche. Je m'intéressais très tôt aux révolutions solaires, par exemple, que je suis en train de découvrir, et ceux auxquels je suis sensible, moi, ce sont les éléments. La terre, l'eau, le feu, le cardinal, tout ce qui est... Au niveau prévisionnel ou au niveau des... Non, au niveau de mon travail, pour rentrer dans un thème, pour aborder le sujet. Ça permet de simplifier un peu les choses. Voilà, donc je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça m'est délicat en ce moment de pouvoir parler précisément d'un sujet. Qu'est-ce qui vous a... C'est intéressant quand même. D'abord, j'aimerais bien comprendre, à votre avis, comment se fait-il? Est-ce que vous expliquez astrologiquement ce changement d'attitude, cette remise en question? Moi, je pense, enfin, c'est peut-être déjà... Les astrologues souvent n'utilisent pas l'astrologie pour comprendre leur propre cheminement. C'est ça qui est assez curieux. Non, je me sers de l'astrologie, mais je vais peut-être pas au fond des choses sur moi, comme je peux peut-être le faire avec d'autres personnes. Oui. Mais c'est vrai que j'aime bien me remettre assez souvent en question. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis, disons, 2 ans, en gros, je suis sur une autre branche
Enfin, une autre branche, non. Parce Une que autre j'ai piste. intégré... moi, je suis né... enfin, quand j'ai découvert l'astrologie, c'était avec des Rodiard, par l'humanisme. Donc, pendant 10 ans, j'ai lu plein de choses, comme certainement tout le monde, d'ailleurs. Donc, ce qu'a dit Beaucoup de gens. monsieur sur les lunaisons, les directions en progression, vous le connaissez déjà, enfin, Oui, c'est oui, familier. oui, parce tout à que fait. Mais je n'utilise pas, comme pourrait le faire Francis, la lunaison. Pour moi, c'est encore un travail à faire, justement. Ça va venir Et bientôt. ça va venir, oui, parce que... Mais est-ce que vous avez des raisons d'avoir... est-ce que votre remise en question, ça vient de certaines déceptions ou certains échecs au niveau prévisionnel, ou est-ce que c'est simplement un besoin périodique de vous remettre en question? C'était un besoin, je pense, complètement personnel, une sensibilité qui a peut-être changé. J'ai essayé à un moment donné j'ai découvert de nouveau des vieux livres ou des choses que je connaissais pas qui m'ont interpellé. Enfin, apparemment, vous cherchez plus une certaine simplification, non, peut-être Non, je suis plus axé un petit peu sur l'histoire en ce moment. Histoire de l'astrologie? Oui, voilà, je suis plus à revenir à des racines, enfin, juste pour moi, hein, pour comprendre pourquoi. En fait, je m'étais jamais posé cette question. Voilà. C'est-à-dire que j'ai commencé l'astrologie parce que ça m'a intéressé un jour, puis j'ai voulu gratter, fouiller, j'ai lu les livres que j'avais devant moi, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant, ça l'est toujours d'ailleurs. Et à un moment donné, je sens comme si j'étais en perte de vitesse, c'est tout. Et puis j'ai retrouvé d'autres livres, et puis voilà. Et là maintenant, je fais comme si j'avais un petit peu oublié, même si mon inconscient n'a certainement pas oublié. Oui, quelque part, lui, oui. il s'est nourri pendant des Très années. bien, oui, oui. Mais aujourd'hui, en retravaillant autre chose différemment et regardant d'autres, la révolution solaire par exemple, que vraiment je n'étais pas sensible, comme je n'ai pas été pendant très longtemps sensible aux lunaisons. Mis à part le fait que je les avais lus et que je les avais faites un petit peu avec des Rodiard, oui. mais franchement je n'avais pas travaillé comme a pu le faire Francis, aller au fond d'un détail en prenant juste un exercice, quoi, une façon de travailler, Oui. avec les lunaisons par exemple, comme il l'a fait, puis aller au bout. Voilà. Moi je survolais et puis je prenais ce qui m'intéressait. Et puis en fait un jour je me suis dit, mais c'est bizarre, je ne connais pas l'histoire de l'astrologie, quoi. Je ne connais pas son histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette histoire? J'ai découvert que c'est très ancien, très très ancien. Enfin, ça a toujours pratiquement existé. Et c'est amusant que pendant un certain nombre d'années, il y ait eu plein d'écrits qui n'ont pas été mis en avant ou auxquels je n'ai pas été en tous les cas moi confronté, que je n'ai pas eu dans les mains. Oui. Voilà. Et vous les étudiez, vous avez accès à certaines collections, à certaines éditions pour faire sur que Internet? tout le monde peut... Oui. Oui, voilà, j'ai un peu de chance de lire un petit peu l'anglais, donc je vais me promener sur les sites anglais. Enfin, voilà. J'ai découvert quelqu'un comme Robert Hang, voilà ce que j'allais dire. Robert Zoller, qui a exhibé énormément de choses, Départ, tout ça. Voilà, et puis bon, je pense qu'il y a eu aussi d'autres en France, comme M. Labouré, qui ont donné des portes maintenant à nous, chacun, à les utiliser. Je vous dis, ce que je disais tout à l'heure, s'il y avait 1 million d'astrologues, il y aurait 1 million de façons différentes de faire de l'astrologie. Par contre, il y a une base. Ce que je trouve symptomatique, c'est la possibilité d'avoir ainsi un nouveau regard sur soi-même, sur sa propre vie. Chaque fois que vous changez de grille astrologique, il y a d'autres événements qui vont être importants, il y a d'autres regards. C'est assez comique, enfin comique, c'est assez étonnant de pouvoir se voir autrement, en fin de compte, se lire autrement. Parce que en fin de compte, je vous dirais que, vous parliez tout à l'heure de vérification, en fin de compte, l'être humain a une telle richesse de potentialité, et sa vie peut être lue de différentes façons, donc quelque part, toutes les grilles peuvent éventuellement être valables. En fait, il faut c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais toutes les grilles pour quelqu'un qui est motivé et qui veut bien retravailler sur lui-même, il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas quelque chose. C'est un débat qui est très intéressant parce que effectivement, tout est une question de modélisation. Et il faut trouver le modèle qui nous parle
et dans lequel on se sent bien et avec lequel on peut travailler. Mais il faut aussi garder présent à l'esprit, toujours pareil, ma démarche est toujours la même, elle est assez empirique. Je me dis, s'il y a plusieurs modèles, c'est qu'aucun n'est bon. Aucun n'est parfait et aucun ne peut prétendre à détenir toute la vérité de la création. D'où le fait qu'il en existe plusieurs. Le tout, c'est en trouver un qui nous parle. Et puis quand on a épuisé un modèle, on passe à un autre. Voilà, c'est ça. On passe à un autre Voilà, qui va nous répondre à notre questionnement du moment, etc. C'est comme ça qu'on progresse. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez de la satisfaction d'avoir une certaine créativité. Parce que finalement, vous avez quand même vous avez apporté quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc ça veut dire que toute personne qui utilise votre système, forcément, pour elle, ça sera nouveau. Ça sera pas tout à fait. Entendons-nous bien, je n'ai aucune prétention, si ce n'est celle de prendre intérêt à ma démarche personnelle, bien égoïste, à travailler, à trouver plaisir à ce que je fais. Et voilà, alors ensuite, si la collectivité peut en profiter, c'est une grande joie pour moi. Mais ce n'est pas du tout le but initial de ma démarche. Mon but n'était pas de révolutionner ou d'amener quoi que ce soit, mais juste déjà de me faire plaisir et d'apprendre en découvrant, en travaillant. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric, de ce qu'a dit notre ami sur la diversité? Parce que c'est assez curieux dans ce que vous dites, on a l'impression, malgré tout, que vous êtes en train de dire... ce serait quand même mieux, le jour où il y aura un modèle qui aura l'attentiment de tout le monde, on sera arrivé à quelque chose. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la création est beaucoup plus riche que les modèles connus, me semble-t-il, actuels. Parce que, quelque part, la création est insaisissable. Et donc les modèles peuvent s'approcher par une modélisation de la création, les modèles fonctionnent, mais ils ne sont pas parfaits, complets, exhaustifs. Il reste toujours à l'individu une part de liberté qui ne peut pas être modélisée, je dirais. Alors à ce propos, quelles sont les limites de votre prévision, de votre outil prévisionnel? Qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on ne peut pas en tirer? La question est très intéressante, mais elle ne se limite pas qu'à l'aspect des lunettes, elle se limite à l'astrologie prévisionnelle d'une façon générale. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas de la voyance déjà, donc elle ne peut que donner un climat, le climat d'un moment ou des grandes étapes. Mais c'est toute la difficulté du travail d'astrologue d'ailleurs, de savoir comment un thème est vécu, à quel niveau. S'il est vécu, on va dire, au ras des pâquerettes, le vécu sera totalement différent de quelqu'un qui a une démarche d'évolution personnelle, de recherche sur soi, qui à ce moment-là réagira différemment. Implicitement, cette question amène la part de libre arbitre et de conditionnement. Et on peut dire de façon très schématique, mais j'insiste bien sur le fait que c'est schématique, que l'astrologie montre la part de conditionnement. Mais elle montre aussi, si on sait bien lire, la part de libre arbitre de l'individu. Et c'est tout le travail de l'astrologue de faire la part des choses entre tout ça et de dire à un consultant, lui dire, vous avez telle échéance, mais selon la personne, la façon d'annoncer cette nouvelle sera différente. Mais le mot conditionnement est un mot complexe, parce que vous savez qu'il y a l'école d'astrologie conditionnaliste, et on ne sait pas très bien toujours si, justement, le conditionnement n'est pas justement l'élément en dehors de l'astrologie, si c'est l'astrologie qui est un conditionnement, ou si c'est l'astrologie qui est conditionnée par autre chose que par elle-même. Au niveau du conditionnement, il y a des évidences, me semble-t-il. Je parlais de la Birmanie. Quelqu'un qui est né en Birmanie et quelqu'un qui est né à Bordeaux, avec le même thème, on va dire, aura certainement les mêmes échéances dans son cursus, mais n'aura pas le même vécu. Forcément. Donc quand je parle de conditionnement, c'est à ce genre d'éléments que je fais allusion. Oui, mais enfin, néanmoins, vous êtes obligé de tenir compte malgré tout de conditionnements qui justement ne sont pas astrologiques. Oui, donc l'astrologie est un conditionnement, mais il y a aussi d'autres conditionnements qui, eux, viennent se greffer ou interférer. Alors, évidemment, l'astrologie ne dit pas
comment dire, dans quel pays la personne est née, etc. Par contre, l'astrologie, bon, moi je suis surtout intéressé par l'astrologie prévisionnelle, va donner les grandes étapes de la vie. Mais par contre, le vécu qui sera en relation avec ces étapes est différent selon les individus. D'où le fait qu'il faut bien voir, quand on est astrologue, comment la personne vit son thème. S'il a le potentiel de se prendre en charge, pas du tout. Un peu moins, parce que tout le monde a la Alors vous, est-ce que vous avez la même philosophie, Frédéric, que ce qu'il vient de dire, effectivement, regroupe pas mal de ce que je pense, quoi. Mais bon, chacun va trouver dans l'astrologie de toute manière ce qu'il veut bien trouver. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que l'astrologie? Moi, je pose souvent cette question et ça met mal à l'aise les astrologues. Je leur demande qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans notre vie, relève de l'astrologie? D'abord, même au niveau prévisionnel, quels sont les événements, quels sont les processus qui pourraient éventuellement, de façon prioritaire, avoir quelque chose à faire avec l'astrologie? Votre question, c'est qu'est-ce que l'astrologie? Qu'est-ce que l'astrologie étudie, oui, ou qu'est-ce que l'astrologie étudie en nous? Il faudrait reprendre justement, je reparle de ce que je suis en train de lire et un peu d'apprendre. C'est au tout début, quoi. Qu'est-ce que les gens faisaient? Au tout début, il y avait des gens sur cette petite planète, là, où il se passe plein de choses, qui regardaient le ciel, et puis ils se sont dit, tiens, tel jour, il y a telle chose qui a bougé. Ah bah tiens, et ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être un phénomène de synchronicité en même temps, en tous les cas, au tout début. C'est-à-dire qu'on regardait en l'air, on se disait, tiens, il y a ce petit point blanc a bougé, il s'est déplacé, oh tiens, hier il m'est arrivé ça. D'ailleurs, c'est ce que font tous les agriculteurs. Au début, je pense que c'était ça. Après que l'être humain, lui, ait là-dessus élaboré plein de choses, oui, mais c'est peut-être qu'un phénomène de synchronicité au départ pour nous structurer sur la Terre, c'est-à-dire pour... L'homme, de toute manière, a besoin de savoir où il est. Donc, il a toujours essayé de se donner des repères entre le haut et le bas. Alors justement, la question qu'on... Oui, alors, moi qui suis historien d'astrologie, je m'interpelle beaucoup. Et la question que je poserais un peu bizarrement à c'est Francis, est-ce que vous pensez que les anciens utilisaient le système que vous préconisez? Parce que c'est quand même une question. L'astrologie, elle est aussi. Est-ce qu'elle n'est pas quelque part fonction d'une pratique qui a pu exister à un moment donné culturellement et qui se serait perpétuée? Est-ce que vous pensez que vous avez retrouvé quelque chose qui était déjà en usage autrefois? Alors, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais je suppose que le cycle solaire-lunaire était connu des anciens depuis très longtemps et ils l'utilisaient certainement, mais moi je ne suis pas historien, donc je ne peux pas dire avec certitude que les anciens l'utilisaient, c'est juste un sentiment personnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Frédéric quand il parle de l'origine de l'astrologie, comment l'astrologie a été dévoilée, révélée, conscientisée? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça, que par des observations, des recoupements, ou est-ce qu'il y a C'est une hypothèse en tous les cas. Ou est-ce que vous avez une sorte d'intuition que c'est pas tout à fait ça? Alors, je voudrais avoir un complément par rapport à ce que Frédéric a dit. Je vous en prie. Ma conception personnelle est très simple. Elle part d'un constat, encore une fois, mais je tiens bien à situer ma démarche qui est, encore une fois, empirique. Si vous avez mal au foie, vous prenez une infusion de camomille. Oui. Et dans un autre domaine, vous pouvez utiliser de la cornaline, par exemple, qui est une pierre. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, dans la création, on a trois règnes principaux, qui sont le règne animal, végétal et minéral. Et dans ces trois thèmes, alors, je n'ai pas trouvé de formulation vraiment précise, mais enfin, j'utilise celle qui me parle à moi. Ces trois thèmes, ces trois règnes
vibre de façon en affinité, on va dire. Et dans chacun de ces règnes, on a des pans entiers de la création qui vibrent donc en harmonie. Et la camomille est en affinité avec le foie et avec la cornaline. Et les trois interagissent. Mais si j'ai pris ces trois-là, c'est pas par hasard, parce qu'on peut également ajouter un quatrième élément qui est la planète Jupiter. Et alors l'astrologie n'est rien d'autre que l'observation des planètes avec toutes les techniques qui se sont accumulées depuis des millénaires, depuis que l'astrologie existe. Et donc c'est l'observation d'une partie de la création et une déduction sur le reste de la création, tout simplement. Donc encore une fois, de mon point de vue, c'est une démarche empirique à la base qui a montré ses preuves. Les planètes ne sont rien d'autre qu'un système qui suffit à lui tout seul et qui interagit avec les autres aspects de la création, tout simplement. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de difficulté à utiliser dans votre travail les planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité, comme les planètes transsaturniennes? Non, disons qu'encore une fois, moi j'essaie de voir si ça marche ou pas. Et je respecte tout à fait les gens qui n'utilisent pas les nouvelles planètes. Mais dans la mesure où déjà elles fonctionnent, il y a certains thèmes qui, si on enlève les transsaturniennes, ils perdent beaucoup de leur intérêt. Et ensuite, j'ai une autre approche, je me dis que de toute façon, c'est une question de niveau de conscience. La conscience de l'homme sur Terre, il y a un siècle, se résumait aux limites de sa commune. Maintenant, il suffit de regarder la télé et pour peu que le président des États-Unis fasse une allocution en plein air, vous savez, en temps réel, la météo qui fait à Washington, à New York, à l'endroit où c'est tout. Donc la conscience c'est nettement élargie et la conscience astrologique également, tout simplement. Exactement. Donc c'est amusant d'ailleurs, au moment où la conscience s'élargit, on découvre d'autres points. Et c'est certainement pas fini d'ailleurs. Et c'est un petit peu comme un microscope et un télescope, des fois je me dis, c'est à un moment donné on est à un point, on élargit, les connaissances humaines, comme tous les inconscients collectifs se mêlent, et en fait on arrive à grandir et à avoir d'autres points, à les réduire, avoir une capacité de champ en fait, bien grand, quoi, parce qu'on peut aller sur du petit et sur du grand. La preuve, il y en a beaucoup qui utilisent les mi-points, donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réduction. Il y en a d'autres qui font du miroir, ils agrandissent. Donc en fait, dès l'instant que l'échelle elle est utilisée, en même temps que les inconscients s'élargissent aussi. Et à l'intérieur de ces champs, on peut aller et venir comme on veut, mais avec les mêmes bases. Donc en fait, on peut faire énormément de choses. Et puis, comme les mathématiques, vous avez un point symétrique, vous pouvez lui ajouter un plus d'un côté, un plus de l'autre. En fait, tout le monde le fait, quoi. Tout à fait. Un thème de lunaison, par exemple, peut s'appliquer pour un pays ou pour une région, mais aussi de façon beaucoup plus nombriliste pour les individus que nous sommes. Voilà. Et c'est le même thème. Exactement. Donc vous n'avez toujours pas répondu à ma question concernant si on vous demandait comment définissez-vous l'astrologie, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que c'est l'astrologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Quel est son domaine de prédilection? Quel est son apport principal? Alors, l'astrologie est un sous-système de la création qui est autosuffisant, parce que les règles, bon là, ça débouche sur l'astronomie, mais en tout cas, le fonctionnement des planètes entre elles est autosuffisant, et il y a des règles très précises entre elles, donc l'astrologie se base sur ce principe-là. Et ça, c'est la trame de fond, on va dire. Et l'astrologie montre comment ce système interagit avec la création. Et encore une fois, c'est une approche très nombriliste, parce que ce qui intéresse tout un chacun, c'est d'abord lui-même. Donc, ce système astrologique a été mis par nos grands prédécesseurs au service des individus. Et donc l'astrologie est un modèle, un outil, un modèle de l'univers, un modèle réduit, si on peut dire, de l'univers qui permet d'en déduire des lois par extrapolation pour l'ensemble de la création qui est réduite, encore une fois, aux individus et au peuple éventuellement en astrologie mondiale.
Est-ce que ça répond plus précisément? Non, pas tout à fait, parce que si, ça répond, mais je veux dire, c'est une façon de dire que l'astrologie a une sorte de globalité, mais donc ça n'est pas l'idée qu'elle puisse avoir un angle d'approche. Bien entendu que son angle d'approche, c'est d'utiliser les astres, mais est-ce qu'elle étudie dans la société humaine des phénomènes particuliers? Voilà. Laissons de côté la question des astres pour voir l'application, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle étudie. Si je vous imaginons que je ne suis pas astrologue, je vous dis qu'est-ce que l'astrologie dans ma vie étudie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que l'astrologie a la faculté d'étudier et que peut-être d'autres disciplines, psychologiques ou autres, ne peuvent pas le faire. Le plus de l'astrologie par rapport aux autres outils. Oui, parce que dire qu'elle le fait aussi bien qu'une autre, mais qu'elle utilise d'autres méthodes, bon, c'est bien. Mais ça ne permet pas de toucher du doigt ce qui serait vraiment astrologique dans notre vie. Alors, parce qu'on fait, comme M. Jourdain, on fait de l'astrologie sans le savoir. Bien sûr, donc bien forcément, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement que les gens sachent que quand ils font ça, il y a telle et telle planète, mais qu'on leur dise, voilà, quand tu fais ça, eh bien, ça c'est de l'astrologie. C'est-à-dire que ça relève de l'astrologie en tout cas. Alors je pense que l'astrologie a été mise au service des problématiques des individus, donc pour tout ce qui est l'argent, les sentiments, la profession, etc. Mais ça c'est une approche assez réductrice, parce que l'astrologie pourrait répondre à bien d'autres questions. Alors le plus de l'astrologie par rapport aux autres outils de modélisation qu'on peut utiliser, comme la psychologie ou bien d'autres, tous ne me viennent pas à l'esprit aujourd'hui, c'est le moyen de faire du prévisionnel avec beaucoup de précision. Alors, il y a un certain nombre d'individus qui sont un peu effrayés parce qu'ils vont dire si on peut tout prédire, tout prévoir, c'est quand même un peu inquiétant. N'empêche que l'astrologie répond très très bien à cette problématique-là, du fait de définir des périodes, voire même des dates avec une précision assez importante, où tel secteur de la vie de l'individu, parce que c'est souvent ce qui intéresse l'astrologie, sera d'actualité et qu'il faudra surveiller particulièrement. Donc, de mon point de ça explique pourquoi on se polariserait à un certain moment sur certaines choses sans raison particulière. Après, en dehors de l'astrologie, ce serait l'astrologie qui expliquerait certaines choses qu'on ne pourrait pas expliquer autrement. Alors, je disais tout à l'heure qu'aucun système n'est parfait, mais l'astrologie n'est pas parfaite non plus, mais par contre, elle répond bien à ce genre de questionnement. Et c'est la loi des séries, par exemple. Certaines personnes vont dire qu'en très peu de temps, il aurait arrivé plusieurs événements de façon similaire. Il suffit de voir leur thème pour voir que un transit d'une planète est actif à ce moment-là, ou une progression, ou je ne sais quoi, qui va mettre l'accent sur le secteur en question. Et vous diriez la même chose? Là, je connais Francis, mais c'est vrai, on se parle comme ça assez rapidement parce qu'on s'aperçoit, on a les mêmes centres d'intérêt, mais j'ai la même pensée. Vous rencontreriez quelqu'un qui n'est pas astrologue, on va reprendre le problème à la base. Imaginons quelqu'un qui vient vous voir qui n'est pas astrologue, qu'est-ce que vous lui diriez, sur quels éléments vous lui demanderiez de s'interroger qui pourraient éventuellement le mettre sur la piste de l'astrologie? Qu'est-ce qui dans sa vie vous mettriez, vous lui diriez quoi Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait l'aborder, puisque une personne vient et veut parler d'astrologie ou désire. Oui, mais moi je prenais l'exemple de quelqu'un qui faisait non, moi je prends plutôt l'exemple de quelqu'un qui serait plutôt bon, c'est vrai que quand les gens viennent pour un astrologue, effectivement, le problème ne se pose pas trop parce que finalement, bon, pour une raison ou pour une autre, ils se sont persuadés que, etc. Mais là, je vous parlerai plutôt de quelqu'un qui, a priori, ne s'intéresse pas à l'astrologie, ou même est plutôt sceptique, et vous lui diriez, mais tu crois que quand il t'arrive ceci ou cela... non, je pense qu'il n'y a pas de règle. On ne peut pas répondre comme ça à la question, puisqu'il va y avoir des centaines de façons d'y répondre, puisqu'on va s'adapter par rapport à la personne qui vient, qui va être dans ce cas-là et qui va nous... Enfin, je n'ai pas de généralité à amener. Enfin, moi, personnellement... Non, parce que Francis, c'était intéressant ce qu'il disait quand il disait qu'effectivement, des répétitions étonnantes, des choses qui se répètent, ça peut faire réfléchir. Oui, ça peut faire réfléchir. Mais
avoir, enfin je sais que pour ma part, je répondrai à la personne, mais il n'y a rien qui sera préparé, quoi. Ça va dépendre de ce qu'elle est devant moi à ce moment-là. Oui. J'ai pas de généralité. Il y en a qui vont peut-être vouloir parler justement d'histoire, il y en a qui vont peut-être vouloir parler de choses très précises, il y en a qui vont, comme chez les astrologues d'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment que chercher, il y en a qui aiment donner des conférences, il y en a qui aiment transmettre, il y en a qui vont aimer faire que des consultations, et chacun, pareil, va y trouver ce qui peut le rendre bien, quoi. Le but, c'est d'être en harmonie avec soi-même dans la vie. Donc, chacun, suivant sa propre philosophie et son envie, alors je vais un petit peu relancer la discussion. Quelles sont les motivations, messieurs Francis et Frédéric, quelles sont les motivations qui amènent quelqu'un à aller consulter un astrologue? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut quand même se faire une certaine idée du profil moyen de celui qui vient voir un astrologue et des situations moyennes qui font qu'il a besoin d'aller consulter? Le profil, je ne sais pas s'il existe un profil type, mais si on essaie de dégager un point commun entre tous les gens qui vont consulter, que ce soit un astrologue, un voyant, un psychothérapeute ou tous ces gens qui sont susceptibles d'amener une aide, c'est justement que la personne est dans le besoin. Souvent, il m'est arrivé de faire des thèmes, de recevoir en consultation des gens qui arrivent parce qu'ils ont des soucis et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que la dose est trop lourde, on est plus ou moins tous passés par des périodes comme ça où on a l'impression que tout est pesant, on n'y arrivera pas à des degrés divers. Et ces gens-là ont pour motivation de chercher une aide. Et alors, encore une fois, c'est toute la subtilité et tout le travail de l'astrologue, c'est d'aider la personne, mais de lui donner l'information qu'elle peut supporter. Et c'est là où l'astrologue doit être un peu psychologue aussi, c'est-à-dire qu'il doit sentir s'il peut dire telle ou telle information ou s'il vaut mieux ne pas en parler. Parce que je parlais du plus de l'astrologie, à mon sens, qui est l'aspect prévisionnel très précis. Il faut voir qu'un astrologue peut mettre en perspective toute la vie, toute la destinée de la personne. Et ce qui intéresse les gens, c'est pas de savoir ce qui se passera dans 10 ans, mais c'est de savoir, là, maintenant, ils ont un problème de santé, ou affectif, ou professionnel, et quand est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mais ce qui les intéresse, c'est de savoir là, maintenant. Et donc, il faut répondre à cette question précisément sans amener des questionnements à la personne qui peuvent la perturber. Alors justement, je voudrais vous poser une autre question que j'ai débattue récemment dans les colloques que j'ai organisés là au début du mois de mai. C'est-à-dire, est-ce que il faut expliquer au client comment on travaille et quelle est l'optique que l'on a, ou est-ce qu'il faut tout simplement être de plein pied, lui parler comme si vous étiez au fond un psychologue normal. Enfin, je veux dire que est-ce qu'il faut tout de suite le mettre en confiance en lui parlant son propre langage à lui, sans lui dire qu'il faut leur passer par telle initiation ou telle réflexion ou telle philosophie. Il faut se dégager de la technique astrologique quand on parle à un consultant. Le consultant, que ce soit telle planète qui passe à tel endroit, il n'est pas venu entendre ça. Il est venu savoir, chercher une réponse à son problème. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai fait un thème, j'ai répondu à une question de quelqu'un qui me disait, voilà, j'ai lancé une entreprise et j'ai pas de clients, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai l'explication. C'est un transit qui perturbe, etc. Mais je ne l'ai pas dit. Ça ne l'intéresse pas. J'ai dit à la personne, à partir de telle date, ça va s'arranger parce que le transit sera fini. Donc le ciel va se dégager. Par contre, après, c'est à la personne à jouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre les bras croisés que tout arrive. Mais le frein actuel va tomber assez rapidement pour elle. Enfin, assez rapidement, dans 2 mois. Il faut avoir la patience d'attendre. Mais ça, par contre, les gens sont capables de l'entendre. On peut leur dire, vous avez un problème, d'accord, mais ce n'est pas pour demain, c'est dans 2 mois. Mais le conseil, c'est là où il faut avoir le conseil aussi, il faut dire aux astrologues, bon, pendant 2 mois, ne restez pas inactifs. Il faut préparer la suite. Après, enfin, si vous voulez, il y a quand même, bon, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Il y a effectivement, on ne peut pas
imposer et infliger à un client un discours trop technique, etc. Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas lui expliquer comment l'astrologie pense le monde, comment elle voit les choses? Mais encore une fois, excusez-moi de vous couper, mais encore une fois, tout dépend de la sensibilité de la personne. Si on me pose des questions sur la technique astrologique, je réponds de mon mieux. Mais si la personne est dans la panade, elle n'est pas venue chercher ça. Oui, mais c'est pas tellement de savoir si elle vous pose la question ou pas. Il peut y avoir, vous pouvez juger que c'est indispensable, que si vous ne lui expliquez pas comment fonctionne l'astrologie et comment elle perçoit les choses, eh bien, elle ne pourra pas profiter de votre présentation. Alors, il m'arrive effectivement de répondre, enfin de parler un peu techniquement à la personne, parce que ça aide à faire passer le message. Donc ça, c'est du domaine du possible. Parce que justement, si elle veut se différencier... Il y en a qui le demandent, excusez-moi. Il y en a qui le demandent. En étant... il ne faut pas rentrer dans le détail complet, très technique, mais des fois, il m'est arrivé de tourner l'ordinateur aussi et de dire, voilà, en astrologie, il y a 2 points importants, voire 3, 4, et c'est tout. Et à partir de là, on a l'impression qu'il y a une communion qui se passe entre le consultant et l'astrologue. D'ailleurs, je pense qu'il y aurait énormément de livres à faire là-dessus, sur le moment de la consultation, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent certainement. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il est très difficile de répondre à des questions, à certaines que vous posez, parce que suivant la personne qui va être en face, on va adopter une attitude par rapport à sa demande. Il y en a qui vont vouloir échanger complètement, c'est-à-dire, ah oui, c'est bien, bah, la Lune, tout le monde connaît, le Soleil, tout le monde connaît, le nom des planètes, tout le monde les connaît. L'ascendant, maintenant, pratiquement tout le monde le connaît. Personne ne croit à l'astrologie, mais tout le monde connaît son ascendant. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est très rapide des fois de dire, ah mais vous savez, vous avez votre planète, elle est importante parce qu'elle est maîtresse de votre ascendant. Et puis vous voyez, ah, elle se trouve là. Elle est, et les gens adhèrent complètement. Après, les noyer dans un flot d'informations ou dans un flux d'informations, peut-être pas, mais il y en a qui le demandent. Alors, je reviens avec... Excusez-moi, allez-y. Il faudrait dire que d'une façon générale, je pense que c'est pas une bonne chose d'être élitiste. Parce que si on fait sentir aux gens que de toute façon on ne leur dira pas parce que c'est trop compliqué, ils ne comprendront rien, ils vont mal. Enfin, c'est pas une bonne chose, ils risquent de se braquer et voilà. Donc je pense que c'est pas très bien et puis en plus c'est pas dans ma nature. Donc si la discussion s'y prête, je réponds volontiers en termes de technique. Je reviens à ma question. Comment vous définissez? Quelle serait la définition que vous proposeriez de l'astrologie? Souvent, les astrologues se plaignent que les définitions du dictionnaire ne sont pas correctes, ne sont pas satisfaisantes. C'est l'occasion. Comment, en quelques formules, en quelques expressions, vous pourriez dire ce qu'est l'astrologie? Alors, c'est une question difficile, voire délicate, pour laquelle je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je peux tenter d'y répondre en disant ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'astrologie et l'observation d'un des sous-systèmes de la création. Ah oui, c'est ça, vous disiez ça déjà. C'est une extrapolation à l'ensemble de la création qui, hélas, est souvent réduite de façon très nombriliste au thème de la personne qui vient consulter ou de l'astrologue lui-même. Voilà, mais l'astrologie a un potentiel bien plus important. C'est pour ça que les lunaisons, justement, permettent d'ouvrir d'élever un peu le débat, c'est ça? Parce que vous dites, c'est une conséquence. Oui, c'est là. Ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si Frédéric était déjà là. Vous disiez qu'effectivement, les lunaisons correspondent à une réalité, une configuration astronomique bien précise, qui ne s'invente pas, qui n'est pas propre au moment de la naissance. Et ça va contrebalancer, effectivement. D'un autre côté, effectivement, les lunaisons, on n'est pas tout seul à avoir la lunaison. On n'est pas le seul à avoir ces lunaisons. Bien sûr. C'est collectif. Alors qu'on a le thème natal, c'est que c'est individuel. C'est ça l'astuce de votre présentation, Francis. Oui, disons que c'est un outil collectif mis au service de l'individu. Oui. Et il faut savoir qu'avant, l'astrologie était quand même beaucoup plus collective qu'elle ne l'est maintenant. Aujourd'hui, c'est plutôt individualisé. Et c'est pour ça que l'on retrouve d'ailleurs, dans certains anciens, il n'y a pas très longtemps, où est-ce que j'ai vu, beaucoup utiliser les lunaisons. C'est pour ça que je commence vraiment à m'y intéresser. Les lunaisons d'avant-naissance, elles étaient marquées
toujours sur le thème. Mais elle est très très importante. Et elle est très importante. C'est pour ça que je vous dis, en ce moment, je découvre plein de choses. Alors, et justement, j'apprends à un peu ce plus. propos, vous Mais savez c'était que très important. Rudyard, dont on parlait tout à l'heure, lui, il attache de l'importance au fait qu'on soit né avant la lunaison, après la lunaison. Je veux dire, il a toute une typologie comme ça. Il a décortiqué, oui. Il a été au fond du truc. Il était au fond de la question. Voilà. Est-ce que vous êtes... Alors, il y a la lunaison, et les gens qui sont dans le premier quartier, le deuxième quartier, enfin, je veux dire, il fait une classification d'après la position de... le temps qui s'est écoulé depuis la lunaison. Est-ce que vous êtes né juste après, juste avant, ou beaucoup plus tard Alors, c'est un travail qui a déjà été fait, donc je ne me suis pas repenché sur cette question-là. Mais ça me semble tout à fait pertinent, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Parce que, alors, effectivement, oui. Alors, la révolution solaire dont vous parliez, Frédéric, c'est une façon également de dépasser le thème natal. Hein. C'est de l'actualiser chaque année. C'est vrai que c'est un petit peu énervant quand les gens, quand vous avez 40 ans ou 50 ans, et qu'on voit apparemment que l'astrologue, il étudie votre thème natal, mais il étudie par rapport à maintenant, comme si c'était un thème qui venait de tracer. C'est un peu un prétexte. On a l'impression parfois que l'astrologue, il fait un mode de tirage, soi-disant, bon, c'est le thème natal, mais en réalité, il le fait quand même en l'interprétant complètement dans le moment où ça se passe. C'est-à-dire que c'est un thème natal, mais un thème natal qui fait sens aujourd'hui, au moment où le thème est dressé, et pas tellement au moment où il a existé. On renvoie pas, quand on fait un thème natal, on ne renvoie pas forcément au point de départ de la vie. Donc, effectivement, la révolution solaire, c'est une façon d'avoir un nouveau thème chaque année, et donc de prendre un peu de distance par rapport au thème natal. Moi, je voudrais on ne prend pas de distance avec le thème natal. On pourrait dire que c'est comme ces deux roues, elles se réactivent. Il y a des points qui s'activent qui n'étaient pas activés. On peut pas. Comment dire, faire l'un sans l'autre. Oui, c'est impossible. Il y a une similitude entre vos deux démarches, curieusement, pour moi, c'est qu'effectivement, dans tous les deux cas, le thème natal se trouve mis en perspective par rapport, l'un, les lunaisons, l'autre éventuellement, enfin vous n'êtes pas le seul, l'autre éventuellement la révolution solaire, de façon à ne pas se trouver en tête à tête, en quelque sorte, dans une sorte de rapport d'exclusivité avec le thème natal. C'est une façon de se libérer un petit peu, quelque part, du thème natal. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça qui a joué, apparemment. C'est comme un prisme, en fait, qui, à telle année,